Bonjour à tous, voici le premier épisode d'une série consacrée aux mathématiques, au trading et aux crypto-monnaies. L'objectif de cette série, c'est d'observer le trading et l'investissement des crypto-actifs sous l'angle des mathématiques. L'objectif de cette première vidéo, c'est d'introduire le vocabulaire du trading des crypto-actifs dont nous aurons besoin par la suite. C'est du niveau débutant, il n'y a aucun prérequis nécessaire pour regarder cette vidéo. Les définitions que je vais donner sont là à titre de culture générale et elles ne sont pas supposées être parfaitement rigoureuses, elles sont à compléter, à consolider dans des ouvrages spécialisés. Alors attention, cette série ne vise pas à donner des conseils d'investissement ou de trading. De quoi s'agit-il? C'est le regard d'un enseignant en mathématiques et en informatique sur le trading et sur l'investissement des cryptoactifs. Alors pour ma part, j'ai une formation d'ingénieur spécialisée en mathématiques et plus particulièrement en traitement du signal. Et j'ai failli, à l'issue de mes études d'ingénieur, travailler dans la finance. Et puis à l'époque, j'étais un petit peu fleur bleue, je disais non, la monnaie, c'est pas bien, c'est pas sain, etc. Donc même si ça m'intéressait sur le papier, je n'ai pas été vers le métier de la finance et du trading. Mais maintenant, depuis quelques années, ça m'intéresse fortement et notamment, je m'y suis intéressé au travers de tout ce qui était technologie autour du Bitcoin et plus généralement des crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler un actif financier? C'est très large, ça peut être une action, une obligation, un cryptoactif, un cryptoactif, c'est-à-dire aussi une crypto-monnaie. Et lorsque l'on veut acheter ou vendre un actif financier, il y a des marchés pour cela. Alors, on parle du marché des actions, marché des obligations, des indices, le forex, qui est le marché des devises. Il y a aussi le marché des matières premières, évidemment le marché des crypto-monnaies, etc. Alors pourquoi le terme cryptoactif? Parce qu'il y a un vieux débat, est-ce que par exemple le Bitcoin est une monnaie ou pas? Alors les détracteurs disent non, ce n'est pas une monnaie. Donc il ne faut surtout pas parler de crypto-monnaie. En réalité, on peut acheter des choses avec le Bitcoin. Donc d'une certaine façon, c'est un peu une monnaie, mais ça ne répond pas à toute la définition stricte et tous les critères dits d'origine de ce qu'on appelle une monnaie. Définition aristotélicienne d'une monnaie. Bon, ce n'est pas tellement ce qui va nous intéresser ici, puisque nous, ce qui va nous intéresser, c'est le côté cryptoactif dans la mesure où nous allons regarder ces cryptos sous la forme de la spéculation et de l'investissement. Donc que l'on utilise les termes crypto-devises, monnaie cryptographique, cybermonnaie, etc., ce n'est pas très important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à parler de crypto parce que c'est quand même plus simple à prononcer. Alors d'une manière générale, les cryptoactifs, ce sont des jetons numériques décentralisés et qui ne sont pas liés à une banque centrale. Tout cela repose sur une technologie qui s'appelle la blockchain, en français chaîne de blocs, mais quasiment tout le monde dit blockchain. Donc c'est une technologie numérique sur laquelle reposent les cryptoactifs. Et c'est un registre décentralisé. Alors on pourrait s'intéresser aux mathématiques liées à la blockchain, parce qu'il y a de la cryptographie, il y a pas mal d'éléments mathématiques, mais ce n'est pas du tout l'idée de cette série de vidéos qui s'intéresse purement au signal lié au trading et à l'investissement. Donc la blockchain, comme je viens de le dire, met en œuvre des procédés cryptographiques. Elle fonctionne sur différents systèmes de preuves. Mais là encore, ce n'est pas ça dont nous allons parler dans cette série de vidéos. Alors le Bitcoin, qui est l'emblématique crypto-monnaie la plus connue, elle a été présentée en 2008 suite à la crise des subprimes. On ne sait pas qui l'a inventée, une personne, un groupe de personnes. Toujours est-il qu'elle a été introduite au travers d'articles signés par un certain Satoshi Nakamoto. Et le code source et l'implémentation de références d'origine datent de 2009, ce qui en fait encore quelque chose de très récent. Alors les places de marché, en anglais on dit les exchanges, ce sont des lieux virtuels sur lesquels on peut acheter et vendre des cryptoactifs. Mais là encore, le but de cette série de vidéos n'est pas d'expliquer comment on achète ou vend des cryptoactifs. Il y a plein d'excellentes chaînes pour cela. Alors les exchanges pour les cryptos, il y en a plusieurs centaines. Les plus connus sont Binance, Coinbase, Kraken, Poloniex, etc. Alors, ce qui va nous intéresser, par contre, c'est le cours d'un actif, et en particulier d'un cryptoactif, qui est évalué comme sur le Forex, le marché des devises, sous la forme d'une paire. Donc on raisonnera toujours par paire, par exemple le BTC contre le dollar, l'Ethereum contre l'euro, l'Ethereum contre le Bitcoin, etc. L'Ethereum, c'est la deuxième crypto-monnaie la plus connue. Ce sur quoi nous allons focaliser notre attention, c'est l'évolution du cours d'un actif, alors plus particulièrement d'un cryptoactif, mais tout ce que je vais dire va s'appliquer à n'importe quel actif, sur un intervalle de temps donné. Alors cet intervalle de temps peut être très court, comme une minute, voire même encore moins, une seconde, 5 minutes, une heure, voire une journée, une semaine, un mois. Et sur cet intervalle de temps, l'actif va fluctuer. Mais on va retenir 4 informations importantes qui sont open, c'est-à-dire le cours à l'ouverture, la valeur au moment
au démarrage de l'intervalle de temps, high, c'est-à-dire la plus haute valeur atteinte, low, la plus basse valeur atteinte, et close, le cours atteint à la fermeture. Donc, quelles que soient les fluctuations qui aient eu lieu dans une période de temps donnée, on ne retient que ces 4 informations. Et éventuellement, si on en dispose, on peut compléter ces 4 informations par une 5e information qui est le volume des transactions effectuées au cours de cet intervalle de temps donné. Alors, le volume donne une indication sur l'intensité avec laquelle il s'est passé des choses pendant cet intervalle de temps. Si le volume est très faible, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opérations d'achat et de vente pendant cet intervalle de temps. Alors, de manière naïve et mathématique, on peut au début considérer qu'on a une fonction de R dans R5 qui, au temps, la variable t, fait correspondre 5 données, donc 5 réels. Alors, c'est une approche qui est totalement illusoire parce qu'en fait, le temps ne va pas être considéré comme variant de manière continue et il est plus juste mathématiquement de considérer qu'on a en fait une suite numérique, donc une application de n vers R5, c'est-à-dire qu'à un entier petit n, on fait correspondre les 5 données que sont O, H, L, C et V. Et puis si on s'intéresse uniquement au cours de clôture, on retrouve une suite numérique classique, comme on les étudie au lycée, c'est-à-dire une application qui va de n vers R, qui est un petit entier n, fait correspondre C indice n. Voici un exemple d'évolution du cours d'un cryptoactif. Il s'agit du Bitcoin Cash contre le dollar, visualisé dans une technologie qui s'appelle TradingView, qui dans ses fonctionnalités de base est gratuit, donc vous pouvez aller sur le site tradingview.com, et ça permet d'afficher tout un tas d'informations. La courbe bleue est donc l'évolution du cours de clôture de cet actif. Elle donne l'illusion qu'il y a continuité dans les cotations, mais c'est faux, c'est juste le logiciel, l'interface graphique qui relie tous les points entre eux. Le graphique du bas ne nous intéresse pas pour l'instant, et le graphique du milieu, c'est l'évolution sous forme de barre des volumes. Lorsqu'on fait du trading ou de l'investissement, il y a un horizon temporel qui va influer la façon dont on procède. Alors de manière un petit peu artificielle, j'ai distingué 5 types de trading. Le trading de position, c'est en fait l'investissement. Cela consiste à garder un actif plusieurs mois, éventuellement plusieurs années. Le swing trading va consister à garder l'actif pendant quelques jours, voire plusieurs semaines, typiquement au maximum un mois. Le day trading a ceci de particulier que la règle est que normalement, à la fin d'une journée, on a fermé toutes ses positions. Le scalping se situe également dans un intervalle de temps d'une journée, mais il s'agit de mécanismes d'achat et de vente beaucoup plus rapides. On peut avoir une échelle de temps de l'ordre de la minute. Et puis il y a le trading encore plus rapide à ultra haute fréquence, qui lui se fait systématiquement par des robots, sachant que les autres types de trading peuvent se faire également par des robots et se font de plus en plus par des robots. Comment est-ce qu'on va acheter et vendre et pourquoi est-ce que l'on va acheter et vendre un actif ? Eh bien pour cela, on dispose de 2 outils, ou plus exactement de 2 ensembles d'outils, qu'on regroupe dans la case de gauche qu'on appelle l'analyse fondamentale et la case de droite qui s'appelle l'analyse technique. Alors l'analyse fondamentale répond à la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter tel ou tel actif financier ? Devant pléthore d'actifs, ne serait-ce que sur les crypto-monnaies, il y a plusieurs milliers de crypto-monnaies, donc laquelle acheter, lesquelles acheter. L'analyse fondamentale va consister à utiliser des critères supposés plus ou moins objectifs. Si c'est l'action d'une entreprise, par exemple le bilan comptable, la réputation des dirigeants, les news, l'analyse de la concurrence, l'analyse stratégique, par exemple si c'est une crypto-monnaie, sur quel projet ça s'appuie, est-ce que ce projet est un projet qui paraît viable dans les mois, dans les années à venir, etc. Donc l'analyse fondamentale va me dire est-ce que cet actif, a priori, il a l'air intéressant ou pas. L'analyse technique est une autre approche qui, elle, va plutôt me dire quand est-ce que j'achète, quand est-ce que je vends cet actif. Alors en fait, c'est un système, on peut dire que c'est du système d'aide à la décision dans l'achat-vente, en se basant uniquement sur le passé, c'est-à-dire sur les données O, H, L, C et éventuellement V. Plus précisément, l'analyse technique va se décomposer, là encore de manière un petit peu artificielle, parce qu'en fait, ce n'est pas des frontières strictement séparées. En analyse technique traditionnelle, analyse technique moderne et analyse technique dite philosophique. Je reprends là les termes d'un ouvrage qui s'appelle Analyse technique, théorie et méthode de Thierry Béchu, Éric Bertrand et Julien Debenzal, publié chez Economica. L'analyse technique traditionnelle, on peut appeler, alors ça s'appelle le chartisme, ça consiste, donc c'est une façon de voir les choses très adaptée à l'être humain, puisqu'elle est graphique, elle est visuelle. Alors on va déterminer des lignes de tendance, est-ce que le cours a l'air de monter ou de descendre ou de stagner, est-ce qu'il a atteint un certain plancher ou un certain plafond, on appelle ça des supports et des résistances. L'expérience, l'analyse du passé montre qu'il y a des figures particulières
et que statistiquement, face à telle figure, il se passe tel ou tel phénomène. Les bougies japonaises sont un moyen pratique de visualiser les paramètres, on va les regarder tout à l'heure. J'ai mis à titre indicatif les bougies d'Aikenashi, bien qu'elles mettent déjà en œuvre un certain type de calcul, donc c'est plus vraiment des données brutes. Donc on peut peut-être les enlever même de l'analyse technique dite traditionnelle. Un système de repérage qui était à une époque très utilisé, qui ne l'est quasiment plus aujourd'hui, c'est les graphiques point et figure. Bon, après, il y a encore tout un tas de systèmes de visualisation. L'analyse technique moderne, plus récente, il y a quelques dizaines d'années, elle met en œuvre l'informatique et les mathématiques. Donc elle utilise des traitements mathématiques, notamment la théorie dite traitement du signal. Elle peut faire intervenir aussi d'autres théories comme la théorie du chaos, la théorie des fractales, la physique statistique, et puis plus récemment l'intelligence artificielle. Enfin, encore que l'intelligence artificielle, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisqu'on devrait parler d'intelligence artificielle au pluriel, puisqu'il existe des approches totalement différentes. Alors l'analyse technique dite philosophique, elle fait l'hypothèse que les cours évoluent selon des lois naturelles, donc elle ne se limite pas à analyser des chiffres. Alors il y a les théories les plus connues, c'est la théorie des vagues d'Elliott, la théorie des cycles économiques, la théorie de Gann, etc. Encore une fois, cette décomposition en trois catégories, traditionnelles, modernes, philosophiques, elle est un petit peu artificielle. On peut se servir grosso modo des trois. Mais d'un point de vue mathématique, c'est surtout l'analyse moderne qui va nous intéresser. Les bougies japonaises sont donc une façon de représenter graphiquement les données O, H, L et C. Elles sont basées sur le concept suivant. Donc, pourquoi on appelle ça des bougies? Parce qu'il y a un rectangle, on appelle ça le corps de la bougie, qui va représenter l'écart entre le cours à l'ouverture et le cours à la clôture. Et puis la bougie, contrairement à une bougie réelle, a une mèche en haut et une mèche en bas. Alors la mèche en haut va toujours indiquer le plus haut atteint et la mèche en bas va toujours indiquer le plus bas atteint. Et puis si le cours a augmenté au cours de l'intervalle de temps donné, à ce moment-là, la bougie sera verte ou d'une autre couleur. On peut choisir la couleur, mais typiquement, on va mettre la bougie en vert. Si par contre le cours a baissé, eh bien, le plus haut et le plus bas sont toujours équivalents. Par contre, il y a inversion entre l'ouverture et la clôture, puisque cette fois-ci, entre l'ouverture et la clôture, le cours a baissé. C'est plus facile de comprendre les choses si on les visualise en TradingView. Bon, voici l'exemple du Bitcoin Cash contre le dollar en unité de temps journalière. Ça veut dire que chaque bougie représente le condensé de ce qui s'est passé pendant une journée, puisque pendant une journée, le cours peut avoir fluctué de manière très irrégulière, mais encore une fois, on ne retient que 4 informations. Où en était-on au début de la journée ? Où en était-on à la fin? Et puis, entre le début et la fin de la journée, quel est le plus haut qui a été atteint? Quel est le plus bas qui a été atteint? Et donc, les bougies japonaises permettent très facilement de représenter les choses. Si la bougie est verte, c'est que la journée a été haussière. Si la bougie est rouge, c'est que la journée a été baissière. Dans les prochaines vidéos, nous allons nous baser sur l'architecture logicielle suivante. Typiquement, nous allons interroger ce qu'on appelle un serveur API crypto, qui va nous fournir les données OHLCV d'un actif particulier sur une période donnée en fonction d'un intervalle de temps donné choisi. Mais il peut être aussi intéressant de simuler, de fabriquer des actifs fictifs de manière aléatoire parce qu'il y a une théorie dite de la marche au hasard qui dit qu'en fait, il n'y a pas de bons traders, il n'y a que des traders chanceux. Cette théorie, en fait, elle dit que les cours évoluent de manière aléatoire et que, en fait, les traders qui paraissent réussir ont juste de la chance parce que l'intervalle de temps sur lequel ils travaillent fait que statistiquement, ils ont été plus chanceux que d'autres. Cette théorie, elle est tout à fait critiquable, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que quand l'expérience a été faite, on génère de manière aléatoire le cours d'un actif, et puis on le donne à analyser à un analyste technique, et il fait une jolie analyse. Et puis à la fin, on lui dit, en fait, tu as fait une jolie analyse sur quelque chose qui est totalement fictif. Une mauvaise blague à faire. Mais voilà, les défenseurs de la théorie de la marche au hasard disent que de toute façon les cours évoluent de manière totalement hasardeuse. Bon, moi je ne suis pas un partisan de cette théorie puisqu'en fait, comme on le verra par la suite, il y a quand même des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Alors bien sûr, il n'y a pas une recette miraculeuse, enfin tout au moins moi je ne la connais pas, pour devenir millionnaire avec des algorithmes, mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites pour améliorer, ne serait-ce que améliorer les choses et ne serait-ce que générer ce qu'on appelle des signaux d'achat et de vente. De cette façon, donc, on va récupérer des données, soit des données simulées, mais ça c'est pas très intéressant, mais surtout des données réelles sur les cryptoactifs, ou voire éventuellement sur d'autres actifs. Et puis on va utiliser des modules d'analyse, de traitement mathématique sur ces données, et afficher des informations qui vont nous permettre de prendre des décisions. On peut aussi imaginer fabriquer des robots qui vont acheter ou vendre des cryptos
suivant des critères qu'on aura donnés. Je suis ouvert à toutes vos questions, toutes vos propositions, de façon à ce que ces vidéos vous servent à quelque chose. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je n'ai pas du tout la prétention de bien connaître tous les domaines en cours. Donc voilà, toute personne qui a envie de travailler avec moi, eh bien, est la bienvenue. Je serais heureux que dans les commentaires, vous me donniez des idées, vous fassiez des propositions et vous m'indiquiez par exemple quel type de vidéo vous avez envie de voir sur la chaîne Math+1. Voilà, merci et puis rendez-vous dans la prochaine vidéo.